De ce matin, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous, les mardis de l'Agri. On va parler ce matin de la Chine, de l'élevage principalement, et surtout, on va faire un petit focus sur la reprise des investissements et les nouvelles opportunités qui se dégagent donc sur ce vaste marché qu'est le marché chinois. Le webinaire, dans son principe, vous connaissez le fonctionnement, donc ça se veut interactif. C'est un moment vraiment privilégié pour vous de poser des questions aux experts qui sont en face de vous ce matin. Vous avez la chance d'avoir trois personnes qui vont partager leur expérience terrain, vous donner des infos terrain, commercial, mais aussi réglementaire. On va avoir un partage d'expérience avec Yann Morel de Cooperl Chine. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. On n'attendra pas la fin pour les questions et les réponses. Je préfère vraiment qu'on fonctionne en format workshop. C'est beaucoup plus pragmatique et efficace selon moi. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur les propos de chacun, à intervenir quand bon vous semble. Soit oralement, vous avez la main pour activer vos micros, soit en posant vos questions dans le petit module conversation qui est normalement en bas de votre écran dans les modules de Teams. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, j'aimerais que vous accueilliez vraiment nos trois intervenants de ce matin. Donc, Bertrand Quévremont, qui est responsable filière Agritech, mais directeur du bureau de Hong Kong à Business France Chine. Business France est l'un de nos prestataires agréés du réseau BCI sur la Chine. Donc, bonjour Bertrand. Bertrand et Bonjour. toute ton équipe d'ailleurs, parce qu'il y a le bureau de Pékin qui est en duplex aussi avec nous. Donc, bonjour à toute l'équipe et merci pour votre concours. Merci d'avoir apporté votre expertise pour le contenu de ce que l'on va délivrer ce matin sur l'élevage T'arrives pas du à marché l'ouvrir chinois. l'appli sur ton téléphone? Sur le téléphone, il y a une erreur. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Je vais me permettre de le couper. Voilà, ça, c'est les aléas du direct. J'aimerais qu'on accueille aussi, et merci beaucoup Caroline Robert, qui est de l'ambassade de France en Chine. Donc Caroline nous fera un point sur toute la partie réglementation en dernière partie de ce webinaire. Bonjour Caroline et bienvenue, merci beaucoup. Et puis enfin, donc Yann Morel, directeur de Cooperl Asia. Bonjour Yann, merci aussi pour votre concours précieux et puis le témoignage que vous allez nous apporter en cette fin de webinaire. Bonjour Yann. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue encore et merci beaucoup. Donc avec moi dans l'équipe BCI ce matin, je vais vous présenter Annie Lemasson qui est conseillère internationale technique et réglementaire à la CCI de Saint-Brieuc, donc dans les Côtes-d'Armor. Salut Annie, bonjour et merci à toi d'être avec nous aussi ce matin. Merci. Donc Annie est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions techniques et réglementaires. Alors elle est géographiquement basée dans les Côtes-d'Armor, mais on a des collègues homologues dans les autres départements bretons. Enfin, encore une fois, vous savez comment ça marche dans la team BCI. Et puis, bien sûr, je ne la présente plus, votre chargée d'affaires BCI, Isabelle Collin, chargée d'affaires agriculture, élevage et pêche au sein de l'équipe. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous, merci Karen, merci à tous pour ce webinaire, pour votre participation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le sommaire est assez dense, hein. Il y a des points cruciaux que l'on souhaitait vraiment aborder avec vous ce matin. Donc, très brièvement, on va faire un panorama évidemment synthétique de l'élevage en Chine. On va faire quelques focus sur l'industrie laitière, l'élevage porcin, qui est très important, comme vous le savez, en Chine. On va voir quelles sont les politiques d'incitation et d'engagement du gouvernement et du coup, qui vont déclencher des opportunités business pour vous, entreprises bretonnes, entreprises françaises. On va faire un petit état des lieux de l'offre française et du marché chinois. Ensuite, donc, Caroline fera un point sur l'accès au marché, les barrières sanitaires, phytosanitaires, quels sont les enjeux de l'accès au marché au niveau réglementaire. Et puis enfin, donc, on cédera la parole à Yann qui témoignera de l'expérience Cooperl sur le territoire chinois.
Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI. Vous connaissez nos services toutes et tous. La présentation sera disponible de toute façon, comme d'habitude, sur notre site web, sur BCI Info. Je vais juste faire un petit point important, si vous le voulez bien, sur notre outil Suppliers from Bretagne. C'est un outil qui est réservé aux adhérents. Donc, vous pouvez tout de même aller voir à quoi ça ressemble sur le site web. C'est tout simplement une e-vitrine, un catalogue dont la cible sont les acheteurs étrangers, les investisseurs étrangers. C'est totalement gratuit pour les adhérents de Bretagne Commerce International. Vous pouvez y mettre les produits phares de vos gammes, vous pouvez mettre les labels, les certifications que vous avez. C'est vraiment un catalogue en ligne à destination des acheteurs et des investisseurs, des décideurs étrangers. Ça a fait ses preuves. On a plus de 300 entreprises qui sont référencées dans ce catalogue, entreprises adhérentes. Il y a beaucoup de contrats qui ont été générés grâce à cette plateforme de mise en relation. Donc, vraiment, je vous encourage à découvrir cet outil, à interroger votre chargé d'affaires ou les membres de l'équipe pour savoir comment ça fonctionne, comment on s'y inscrit. C'est réservé aux adhérents. Si vous ne l'êtes pas encore, rejoignez les adhérents de Bretagne Commerce International pour, entre autres, bénéficier de cet outil vraiment utile et porteur. Bertrand, je te laisse la parole. C'est toi qui ouvres le bal. Donc, on commence avec le premier point, panorama synthétique de l'élevage en Chine. Eh bien, merci Karen et merci à BCI, bien sûr, pour nous donner cette opportunité de vous parler de l'élevage en Chine et de vous parler de nos activités aussi. Comme Karen l'a dit, donc, est connectée également une partie de notre équipe du bureau de Pékin. Donc, en les personnes de Ce Wang, donc, qui s'occupe plus particulièrement du secteur de l'élevage, Gauthier Crivello, qui travaille également dans son équipe, et Li Ying, qui est notre spécialiste réglementaire, sanitaire, et qui travaille en lien évidemment avec Caroline Robert, qui va présenter juste après donc, les accès au marché. Et donc, voilà, c'est vraiment la task force au niveau de Pékin. Donc, Pékin qui fait partie donc, de notre réseau de 6 bureaux sur la Chine, dans lesquels on a donc une vingtaine de personnes qui travaillent dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Donc, l'élevage, Karen l'a dit, pour la Chine, c'est évidemment un secteur extrêmement important. C'est un secteur qui continue de se développer, un secteur qui a été très impacté aussi ces dernières années, en particulier au niveau porcin, avec la peste porcine africaine. Mais c'est une production qui voilà, en 2022 et 2023 continue de croître. La Chine est le premier producteur mondial de viande, la Chine est le premier producteur mondial de porc et deuxième producteur mondial de volaille. En 2022, la production de viande a augmenté de près de 4%. Et la viande de porc, qui représente, elle, 60% de la production totale de viande chinoise, a augmenté, elle aussi, de 3,7%. Donc, ce qui est évidemment considérable par rapport au volume que représente cette production. La viande bovine également est en augmentation. On a une augmentation de 4% également donc de la production de viande bovine. Et c'est une production voilà, une consommation qui se développe parce qui va de pair avec la hausse du pouvoir d'achat de la classe moyenne chinoise. On est aujourd'hui à une moyenne de consommation de viande par habitant en Chine qui est de 34,6 kilos par an. Si on compare avec la France, on est à un peu plus de 50 kilos par an. Donc, on voit qu'il y a encore des marges de progression. Si on compare avec les États-Unis, c'est encore plus. Et donc, la part du secteur agricole dans le PIB chinois est de 7,3%, ce qui est énorme. Si on compare avec la France, c'est 1,6%. On voit à quel point le secteur agricole est important, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'autosuffisance alimentaire et donc aussi de sécurité alimentaire pour la Chine. La slide suivante, s'il te plaît, Karen. Alors, évidemment, en Chine, tout va vite.
Et en particulier, donc, bon, la Chine arrive quand elle se relève de crise, comme elle a pu connaître, bah, c'est toujours l'occasion pour changer beaucoup de choses et accélérer la cadence. La Chine, ces dernières années, a continué de moderniser ses moyens de production qui vont de pair, comme je disais, avec l'augmentation du niveau de vie et donc la satisfaction de cette classe moyenne qui représente un peu plus de 400 millions de Chinois qui vivent avec un niveau de vie occidental. Et donc la qualité des élevages, à travers un durcissement des normes d'hygiène, mais aussi de plus en plus de contrôle, aussi bien dans les élevages que dans les abattoirs et aussi toute la partie transformation. Tout ça fait qu'il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent qui est mis aussi bien par les entreprises que par les administrations, les provinces, ou en tout cas les pouvoirs publics chinois. Les mesures de prévention d'épidémies, alors aussi bien d'épidémies humaines, enfin le Covid en particulier, mais aussi animales, tout ça a poussé en fait le gouvernement chinois à privilégier le développement et le renforcement d'élevage de type industriel, donc avec donc en parallèle un affaiblissement pour les plus petites entreprises, parce que l'idée c'est vraiment de créer des grands groupes très concentrés qui se développent donc verticalement et qui aussi ont même maintenant des capacités pour se développer à l'international. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour donner quelques exemples des différentes industries, rapidement sur l'industrie laitière, la slide suivante, s'il te plaît. Donc l'industrie laitière, c'est une industrie qui est pas encore tout à fait mature. Ça fait longtemps maintenant que la Chine importe des animaux vivants, en particulier d'Australie, avec il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, des dizaines de milliers d'animaux vivants, des Holstein qui étaient importés d'Australie, Nouvelle-Zélande. En même temps, la Chine a vraiment voulu développer son propre cheptel en développant sa propre génétique, en important aussi évidemment de la génétique étrangère. Et donc la qualité génétique des cheptels a augmenté, les rendements ont augmenté aussi, tout en n'étant pas encore autosuffisant, en tout cas les dernières années. Le gouvernement fait la promotion donc, du secteur laitier à travers en particulier les écoles où des briques de lait, par exemple, sont distribuées à tous les enfants tous les jours. Il y a un objectif de consommation même qui a été fixé à 45 kg de lait par personne et par an, donc un objectif pour 2025 et 50 kg pour 2030. Donc on voit qu'il y a déjà une planification avec une forte croissance pour pousser la consommation de lait en Chine. Alors, malgré tout, ce qu'on constate, c'est que, et là les tout derniers chiffres de 2023 viennent de sortir, on constate une baisse, là sur les 3 premiers trimestres de 2023, une baisse de 12% des importations de produits laitiers. Alors, pourquoi? Parce que en fait, il y a des excédents de production nationale. Donc, on a vu une augmentation, là, ne serait-ce que sur ces 3 premiers trimestres de 2023, une augmentation de 7% de la production, mais une consommation qui va pas aussi vite. Et donc, la Chine là, se retrouve aujourd'hui avec une surproduction laitière, voilà, avec une augmentation de ses rendements. Et donc tous les industriels aujourd'hui recherchent à commercialiser tous ces ingrédients laitiers à travers des nouveaux produits, des biscuits, des produits de boulangerie,
les glaces, etc. Et donc, ça, à terme, ça peut évidemment pénaliser nos exportations, même si nous, on est vraiment plus focalisé sur des produits techniques ou des produits laitiers infantiles. Donc voilà, à ce stade, pour l'instant, nous, on n'est pas réellement impacté, mais bon, il faudra bien sûr veiller à ce que cette surproduction ne continue pas trop longtemps, ou que ce soit en tout cas mieux régulé dans les prochains mois au niveau chinois. La slide suivante, donc juste pour vous montrer le développement du secteur laitier. Alors, c'est un secteur qui traditionnellement, donc l'élevage laitier se situe dans le nord de la Chine, donc la Mongolie intérieure et le Heilongjiang, c'est vraiment les deux provinces aussi, avec le Hebei, qui captent donc les plus gros investissements, les plus gros élevages. Vous voyez les millions de têtes dans ces trois provinces qui regroupent l'essentiel de la production. On voit aussi dans une moindre mesure donc, des développements sur le sud de la Chine, mais qui ne sont pas comparables non plus en termes de taille ou de productivité. La slide suivante. Donc, le secteur porcin, donc, comme je le disais, qui est le principal secteur d'élevage en Chine, que ce soit par sa consommation, mais aussi par sa production, évidemment. Donc, la Chine est le premier producteur mondial de porc au monde. Les ventes de porcs vivants et la production de viande porcine ont respectivement augmenté de 4,3 et 4,6% entre 2021 et 2022. Donc, la production est vraiment repartie. Vous voyez que donc le cycle où la peste porcine africaine avait vraiment impacté la production chinoise. Vous voyez que le premier cas avait été détecté en 2018, et donc à partir de 2018, cette baisse de production de viande de porc en Chine, où là on retrouve seulement en 2022 les niveaux d'avant pandémie. Et donc, ça nous avait évidemment bénéficié fortement en termes d'exportation de viande fraîche, de viande congelée. Et là, évidemment, comme la Chine retrouve ses capacités, ça nous impacte forcément sur nos exportations. Voilà, donc une sortie de crise grâce aussi à un développement important de la vaccination, grâce aussi à des subventions très importantes. Le gouvernement chinois a mis vraiment de très gros moyens pour subventionner, encore une fois, les grandes exploitations, les exploitations capables de se concentrer et de faire des acquisitions aussi. On a vraiment aujourd'hui un secteur qui est même financé par des fonds d'investissement et qui innove. Donc c'est vraiment ça la caractéristique aujourd'hui. C'est vraiment ces grands conglomérats qui arrivent à intégrer, que ce soit la partie alimentation animale, la partie transformation et donc la partie élevage. La slide suivante, s'il te plaît. Alors, au niveau de la cartographie, donc là, contrairement au secteur laitier, on est plus sur le sud de la Chine, mais c'est une carte qui bouge parce que ces dernières années, on n'était pas tout à fait sur les mêmes caractéristiques. Les grandes entreprises d'élevage, vous voyez, se concentrent là, donc étaient à l'origine vraiment sur le Sichuan, le Henan, et donc on voit aujourd'hui un développement un petit peu plus éclaté de cette production, ce qui permet en fait aux producteurs vraiment d'alimenter en circuit court, je dirais, les consommateurs. Voilà ce qu'on peut dire dessus. Donc oui, avec un cheptel
où plus des 3/4 des entreprises d'élevage aujourd'hui ont plus de 50 truies reproductrices. Donc, voilà, on considère aujourd'hui que ces élevages donc, sont les plus importants en fait. La slide suivante, donc sur les politiques aujourd'hui du gouvernement pour inciter la production. Là, c'est la suivante. Ouais. Donc, les objectifs, donc c'est les objectifs du plan quinquennal qui fixe donc les grandes orientations pour 2021 à 2025 pour la production agricole chinoise. Il faut accroître les rendements, hein, ça c'est tout secteur confondu, hein, c'est pas uniquement pour l'élevage, mais c'est aussi pour au niveau de la production céréalière et autres. Donc notamment par le développement de l'innovation, mais aussi à travers le soutien pour développer toute la supply chain, donc la chaîne du froid, la surveillance sanitaire, etc. Et donc, le but, c'est vraiment d'avoir une autosuffisance en viande porcine qui soit autour de 95%. Le fait de consacrer les terres alors à la construction d'élevage, mais plus généralement à l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un vrai enjeu de préservation des terres dédiées à l'agriculture, qui a été imposé par Xi Jinping lui-même lors du dernier plan quinquennal. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel toutes les provinces sont impliquées. Et donc, on l'a dit, des grandes subventions pour les entreprises capables d'investir et de créer cette grande concentration d'élevage. Juste un exemple que j'avais pu relever, et par exemple Muiwang, donc qui est un des très gros producteurs un des plus gros producteurs de porc en Chine, qui avait en 2020, donc c'est-à-dire en pleine crise de la peste porcine africaine, c'est-à-dire au moment où ils produisaient le moins, leur bénéfice a augmenté de 1400%. En atteignant 3,2 milliards de dollars, c'est ce qui est considérable, du fait du soutien du gouvernement que ces entreprises ont pu récupérer pendant cette crise pour pouvoir continuer d'investir et de maintenir l'emploi, mais aussi protéger les cheptels qui n'étaient pas atteints par la pandémie. La slide suivante, s'il te plaît. Avant d'attaquer le point d'après, peut-être Bertrand, on peut interroger nos participants. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vois que William lève la main. Votre micro est ouvert, William, allez-y si vous avez une question ou si vous souhaitez partager votre... Oui, donc William Guillot de la Chambre d'agriculture. Est-ce que c'est possible de faire un petit focus sur l'enjeu des réserves d'État? C'était mentionné dans la diapo, ça m'interroge. Les réserves d'État, alors quand je parle d'autosuffisance à un niveau de 95%, on parle de ça, que ce soit en termes de céréales, en termes de viande, l'obsession des autorités chinoises, c'est vraiment d'avoir des stocks permettant de nourrir la population en cas de à tout hasard de fermeture du pays, de crise importante ou voilà. Donc que ce soit aussi pour nourrir leurs animaux, nourrir la population, il y a vraiment une obsession par rapport à ces réserves qui sont constituées par l'État en cas de crise. Est-ce Si je qu'il peux y a... ajouter quelque chose sur cette, Oui, Bien sûr. cette question des stocks.
L'État se sert également de ces stocks pour avoir un moyen de contrôler également les prix. Donc vous avez peut-être vu il y a 1 ou 2 semaines, l'État agit sur ces stocks de porc. Ils se servent de ça pour essayer de limiter l'inflation lorsqu'il y en a et contrôler. Donc vous connaissez ce cycle du prix du porc. L'État essaye, en jouant sur les stocks, de contrôler un petit peu cet effet-là. Voilà. À ce jour, il est très difficile pour nous de connaître l'état de ces stocks. C'est une information que l'État chinois ne souhaite pas partager. Oui, c'est vraiment ce qu'ils considèrent comme étant stratégique. Et quand je parle d'obsession, c'est vraiment ça. C'est vraiment, oui, c'est un secret d'État. Ces réserves, on sait que au niveau céréalier, c'est quelque chose de très important, mais en viande aussi, ils savent très bien qu'une crise alimentaire serait désastreuse pour le pouvoir politique. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui est stratégique pour l'administration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous étiez nombreux parmi les inscrits à être dans l'alimentation, les compléments alimentaires aussi. Quelques-uns d'entre vous sont dans la génétique. Avez-vous des questions par rapport à ces activités-là? Encore une fois, bonjour. n'hésitez pas. Hein. Bonjour, j'aurais une question. Romain Blot, Cargill, Néolé Provimi. On sait que parfois dans certains pays, il y a des pays qui demandent, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça du protectionnisme, mais ils demandent que, enfin, en tout cas, les enregistrements, les choses comme ça sont facilités si les produits type nutritionnels sont produits en Chine. Est-ce que c'est le cas sur ce pays? Voilà, parce que des fois, on veut exporter, mais la politique du pays favorise quand même ce qui est fait. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Alors plutôt, enfin moi plutôt en vache laitière, mais peu importe. Oui, on peut prendre l'exemple, alors ça vaut pour l'élevage, mais ça vaut aussi pour beaucoup de secteurs d'activité. Si on prend l'exemple d'Airbus, Airbus pour vendre en Chine, ils ont dû s'implanter sur place. Bon, mais c'est pareil pour tous les secteurs. C'est-à-dire que, mais Yann pourra en parler mieux que nous. Pour fournir la Chine aujourd'hui, le plus efficace, c'est évidemment d'être présent sur place. Parce que, évidemment, mais ça, Caroline va le rappeler, il y a des contraintes d'accès au marché. Et oui, il y a très clairement une forme de protectionnisme. D'accord, merci. De compléments sans trop m'avancer sur la présentation que je vais donner ensuite. Donc oui, je rejoins parfaitement ce qu'elle prend. Il y a du protectionnisme en Chine. Ça va se manifester sous la forme de barrières d'accès au marché qui vont complexifier les exports depuis la France, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas y avoir de difficultés pour produire en Chine. Et si je prends l'exemple de la filière lait infantile, donc un durcissement important de la réglementation au cours des dernières années, qui a fortement pénalisé nos exports, nécessité énormément de travail de la part des professionnels et des administrations françaises pour s'organiser et répondre à ces nouvelles exigences. Mais il s'agit d'exigences qui sont également appliquées sur le territoire chinois. Parce que, comme l'a mentionné Bertrand, il y a actuellement une réorganisation du paysage de l'industrie agroalimentaire en Chine. Les petites entreprises sont en train de disparaître au profit des très grandes entreprises, et c'est cette réglementation qui se durcit, qui favorise cet effet. Donc les réglementations difficiles à atteindre vont avoir pour effet d'éradiquer les petites entreprises qui présentent des risques sanitaires divers et variés et de favoriser les champions. C'est à la fois des difficultés que nous, on va rencontrer, mais qui sont également présentes sur le territoire chinois. Ça s'apparente à du protectionnisme en particulier de notre point de vue français, parce que nous avons cette structure d'élevage composée d'énormément de petites et moyennes entreprises qui ont du mal à s'organiser et à répondre à ces exigences réglementaires qui nécessitent énormément de temps, énormément d'énergie et qui sont également tout en chinois. Donc la barrière de la langue est la première difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés quand nous souhaitons exporter en Chine. Merci Caroline. On a une autre question d'Anthony avant de passer au point suivant. Allez-y Anthony, je vous en prie.
Oui, bonjour à tous, donc Anthony Fromont du groupe Lactalis. Je reviens sur les réserves de l'État. Est-ce que vous avez une visibilité sur le cours du porc en Chine? Est-ce que vous pensez qu'en 2024, le prix du porc va augmenter à nouveau ou on va rester sur des prix qui vont être assez bas? Je vais plutôt laisser Yann répondre à cette question s'il a les infos. Je pense qu'il est mieux placé que moi pour le savoir très précisément. Mais Alors, une si je question. dois répondre maintenant, je vais parler de ce sujet-là après, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt. Quand j'arriverai sur ma présentation, il y a effectivement ce sujet-là, puisque je le Ok, pose sous forme de question, je n'ai pas la réponse, mais je vais vraiment ouvrir mon analyse. Voilà. ok, ça marche, merci Yann. Quel Donc, teasing. on traitera ce Bravo. point après, Anthony, si vous voulez bien, puis Pas de souci. voilà, ça répondra Merci. certainement aussi à d'autres interrogations d'autres participants. Je vois l'heure qui tourne, désolée, je me fais Ouais. gardienne du temps. On avance un petit peu. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe donc à l'état du marché et de l'offre française. Oui, bah voilà, pour voir un peu par rapport à, donc, suite à ce panorama, comment ce marché peut continuer de nous apporter des opportunités. Alors, on l'a vu, les importations de viande ont fortement augmenté, en particulier pendant cette période entre 2018 pardon, et 2021-2022. Nous, ça nous a bien profité pour les exportations de viande, comme je l'avais dit. On est donc à la 6e position, sachant que c'est l'Espagne qui a vraiment bénéficié de cette crise de la peste porcine africaine. Donc, ils se sont vraiment structurés pour exporter de très gros volumes de viande porcine vers la Chine. Des gros besoins parallèlement, donc là surtout depuis la reprise de la production chinoise, donc des gros besoins en alimentation animale, mais aussi, donc vous voyez, donc, avec en 2022, plus 15% d'importation chinoise en valeur et plus 4% en volume. Donc la Chine continue d'importer largement l'alimentation pour ses animaux, que ce soit en porcin, mais aussi pour le bovin, avec du fourrage qui vient des États-Unis, du soja qui vient du Brésil, et puis après des ingrédients plus techniques qui là peuvent venir d'Europe, ou des formulations qui viennent de France. Des importations aussi de vaccins en augmentation, bon, les États-Unis étant le grand leader sur ce marché. On a aussi une place, bon, vous voyez, on est un peu plus petit, mais on se positionne quand même comme un pays exportateur de vaccins vers la Chine, et on est aussi un grand exportateur d'animaux reproducteurs en porcin. La Chine a importé à peu près 30 000 porcs reproducteurs en 2022. On en a envoyé un peu plus de 2000. Donc voilà, on va voir comment la tendance va évoluer, mais en tout cas, on continue d'avoir des opportunités, donc soit en alimentation, en santé, en génétique, mais aussi en équipement d'élevage, sachant, comme on l'a dit, que les élevages se modernisent et mettent maintenant de plus en plus de moyens dans les élevages smart ou autres. La slide suivante pour conclure donc, sur le positionnement de l'offre française, avec déjà des entreprises qui sont présentes sur place. Yann va pouvoir en témoigner. Et donc, voilà, comme je le disais, une présence en santé animale, en alimentation, en génétique, et donc voilà, la possibilité de travailler et avec ces groupes chinois qui sont vraiment un tournant, parce que bon, voilà, la crise est passée par là, et ils se rendent compte qu'il faut travailler différemment, aussi parce que le gouvernement souhaite que l'élevage soit structuré différemment. Là, c'est la suivante. Est-ce que tu peux faire un petit point, peut-être, Bertrand, être un peu plus détaillé sur les besoins locaux? Qu'est-ce que sur le marché chinois, il y a besoin de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils importent?
de façon à ce que nos entreprises bretonnes puissent peut-être avoir une idée et se positionner par rapport à ces besoins-là. Est-ce qu'il y a encore besoin de vaccins? On voit qu'on a une place, qu'on est fournisseur de vaccins, mais est-ce qu'il y a des besoins de produits phytosanitaires ou de génétique, bien qu'on là aussi on ait une place prépondérante et importante alors dans le porc, mais il y a aussi d'autres génétiques pour d'autres filières de l'élevage. Est-ce que tu peux faire un petit point sur les besoins chinois? Bah, ça revient, oui, ça revient à ce que tu as dit. Donc, c'est sur la partie génétique, parce qu'il y a toujours besoin d'améliorer leur propre race, mais aussi d'avoir des cheptels qui soient un peu plus résistants. Une conscience aussi sur tout ce qui est environnemental, donc avec le développement des méga élevages. Là, je ne sais pas si vous aviez vu, mais probablement pour ceux qui sont dans le porcin, mais cet immeuble de 26 étages qui est bon, voilà, qui est de plus en plus reproduit d'ailleurs dans différentes provinces de Chine. Donc ces méga élevages où on a une problématique de traitement des lisiers, des effluents, et puis derrière la valorisation qui peut en être faite. Voilà, tout type d'innovation peut intéresser ces grands groupes. Encore une fois, ce sont les grands groupes auxquels il faut s'adresser, qui ont vraiment des équipes techniques qui sont très professionnelles et qui eux aussi font de la R&D. C'est vraiment ces gens-là qu'il faut sensibiliser. Est-ce qu'il y a une recherche, excuse-moi Bertrand, je te coupe, est-ce qu'il y a une recherche sincère de R&D, d'innovation, ou est-ce qu'ils vont vraiment regarder le prix en premier? Qu'est-ce que regarde l'acheteur chinois en fait? Parce que le marché est hyper compétitif. Est-ce que même si on est en prix un peu au-dessus, mais qu'on arrive avec, si nos exportateurs bretons arrivent avec une innovation, un produit, une solution vraiment qui n'existe pas ailleurs, même si c'est un peu plus cher, est-ce qu'ils ont leur chance? Ou est-ce que l'acheteur chinois, il regarde le prix, point? Je pense que c'est le cas, et d'ailleurs les noms qui figurent sur cette slide, mais il y en a encore beaucoup d'autres d'entreprises françaises qui sont présentes sur ce marché. Aujourd'hui, on arrive à se placer. Alors évidemment, les Chinois négocient les prix, mais bon, c'est pas les seuls dans le monde. Non, mais on catalogue souvent les acheteurs chinois oui, comme regardant le prix en priorité et pas forcément l'innovation produit. Je pense qu'aujourd'hui, avec les grands groupes d'élevage qui ont bien compris que l'innovation était stratégique pour eux, je pense que quand ils voient quelque chose qui peut vraiment les aider à développer leur production, ils sont capables de mettre le prix. Mais là, c'est pareil, je vais laisser Yann un peu donner son témoignage là-dessus. Sachant que Cooper a aussi des activités dans les différentes étapes de la filière. Donc, voilà. Mais oui, enfin, l'histoire montre que les groupes français qui sont présents sur place depuis plusieurs années arrivent avec des produits un petit peu plus chers, mais qui répondent à un besoin des groupes chinois. Je prends des notes au moment où tu parles. Effectivement, j'aiderai à répondre pour la partie que je comprends. Okay, merci Yann. Donc voilà, donc on l'a dit, donc les opportunités qu'on peut avoir, donc c'est sur cette refonte totale des filières liées au plan quinquennal, etc. L'amélioration génétique, un nouveau paysage agroalimentaire, donc avec une structuration, mais aussi des politiques de traçabilité de plus en plus importantes. Des besoins de technologie, donc ça répond à ta question. Et puis aussi donc cette expertise que nous on peut apporter
exporter aussi, sur les différentes étapes de la filière, que ce soit en production, en transformation. Alors, bon, j'ai moins parlé de la volaille, mais c'est aussi un secteur sur lequel on a une expertise sur laquelle on peut se positionner. Donc voilà, le gouvernement soutient tout ça. Et aujourd'hui, voilà, que ce soit pour des additifs ou autres, on a aussi on a, même si on n'est pas reconnu comme étant le pays d'élevage aux yeux des Chinois, on a quand même un savoir-faire qui est apprécié. Voilà. Sur le point suivant, tu souhaitais nous faire un petit point rapide sur le salon CAE, qui est Oui, juste un parce que événement incontournable. Voilà, c'est le salon de l'élevage sur lequel on est présent depuis maintenant plusieurs années. C'est vraiment le rassemblement annuel de la filière et donc sur lequel on fédère les entreprises françaises sur un pavillon. Donc en général, on organise aussi une mission en lien avec ce salon, donc une mission pendant laquelle soit sous forme de séminaire, soit de rencontres d'entreprises, on va vraiment auprès des sociétés, auprès des techniciens, proposer nos produits, nos services. Et puis aussi, bon, maintenant que les Chinois peuvent de nouveau voyager et que, alors pour les Français, il n'y a plus besoin de visa pour aller en Chine, mais pour les Chinois, c'est aujourd'hui les délais pour avoir des visas pour aller en France sont vraiment restreints. On va de nouveau, c'est nos partenaires chinois, les entreprises à aller sur le SPACE à Rennes et autres pour aller rencontrer les entreprises bretonnes. Voilà Bon, si vous voulez plus d'infos sur le salon CAE, je vous invite à vous rapprocher d'Isabelle ou de l'équipe Business France directement pour avoir des infos sur tous les services qui sont mis en place autour de cet événement. On enchaîne si vous voulez bien. Il nous reste un petit quart d'heure. Je laisse la parole. Merci Bertrand pour ton intervention. Je cède la parole à Caroline. Rebonjour à tous. Donc, en introduction, je vais me présenter. Donc, Caroline Robert, conseillère agricole à France en Chine. Donc, à l'ambassade, nous sommes une équipe de 3 collègues français et 2 collègues chinois. Et nous représentons le ministère de l'Agriculture ici en Chine. Et nous défendons les intérêts du ministère et des professionnels de l'agriculture français. En préambule, je vais vous présenter rapidement les administrations chinoises. Donc, ça va partir un petit peu dans tous les sens et c'est exactement ce que j'essaie de vous montrer. C'est qu'il y a énormément d'administrations chinoises qui vont intervenir dans les différents éléments liés à l'accès au marché et qu'il faut naviguer entre ces différentes administrations et trouver le bon interlocuteur pour réussir à faire progresser nos dossiers. Donc le premier ministère, c'est le ministère de l'Agriculture, le MARA, qui va être responsable des questions liées à l'élevage, mais qui va également intervenir sur des sujets de problématiques d'accès au marché. Ils vont avoir un rôle particulier en ce qui va concerner l'alimentation animale. Ils vont avoir un rôle particulier en ce qui va concerner les levées d'embargo des maladies animales et les accords de zonage quand on essaye d'en négocier. Diapositive suivante. Le second ministère avec lequel on est amené à travailler pour l'accès au marché, c'est la SAMR, State Administration for Market Regulation, qui serait en France l'équivalent de notre DGCCRF, contrôler les marchandises présentes sur le marché chinois. Et les normes qui vont imposer sur leur marché vont avoir des conséquences directes sur les normes qui vont s'imposer aux produits qu'on souhaite exporter. Les exemples que l'on peut citer sont, je l'ai rapidement mentionné tout à l'heure, les réglementations concernant les poudres de lait infantile, qui ont obligé les professionnels français à se conformer à ces nouvelles réglementations. Ils vont également être le ministère en charge de toutes les questions relatives à l'étiquetage, par exemple.
Diapositive suivante. Un autre ministère qui peut intervenir dans les questions d'accès au marché, c'est le NHC, qui dépend c'est le ministère de la Santé chinois et qui va imposer des normes sur la sécurité sanitaire des aliments. C'est le ministère de la Santé, ça nous semble un petit peu éloigné de l'agriculture et en fait, dans de très nombreux pays, c'est le ministère de la Santé qui va s'occuper de l'alimentation. Et là, on va avoir par exemple des conseils très pratiques sur les ingrédients qui vont pouvoir composer les fromages, les différents ferments qui vont pouvoir être utilisés, les différentes matières premières. On peut avoir également des questions du même type sur les composants du vin ou encore d'autres aliments. Et le dernier ministère, c'est mon ministère préféré, c'est les douanes chinoises. C'est avec qu'on gère 80% de nos dossiers. Donc, ils sont globalement, alors pour ceux qui connaissent la Chine depuis longtemps, il s'agit en fait de la fusion de deux ministères. C'était les douanes chinoises et l'ancienne AXIC. L'AXIC, c'est l'équivalent en France des services vétérinaires. Et ces services vétérinaires ont fusionné avec les douanes et ils vont désormais s'occuper à la fois des télévisions, des ordinateurs, des t-shirts, mais également de tous nos produits alimentaires. Deux bureaux vont principalement nous intéresser en ce qui concerne l'agriculture et l'agroalimentaire. Le bureau of Import and Export Food Safety, que j'appellerai le bureau de la Food Safety, et le Department of Animal and Plant Quarantine, que j'appellerai le département de la quarantaine. C'est les petits noms que je leur donne pour aller plus vite. Ces départements vont se répartir les différents produits selon une logique qui est parfois un petit peu difficile à saisir. Le bureau de la Food Safety va s'occuper de tout ce qui est produits carnés, la viande, des produits aquatiques, mais seulement ce qui est mort, si c'est vivant, c'est le département de la quarantaine. Ils vont s'occuper des produits laitiers, mais comme vous l'avez vu, ce ne sont pas les seuls. On va avoir la SAMR qui va intervenir également pour les laitiers. Ils vont s'occuper d'une certaine partie des produits végétaux, ce qui est transformé, tels que les condiments, les produits de meunerie, les conserves. Ils vont s'occuper d'autres aliments qui vont pas forcément rentrer dans les cases, mais par exemple, on a eu des sujets sur des algues qui étaient concernés également par ce bureau. Le département d'à côté serait plutôt orienté amont de l'élevage, alors que le précédent était plutôt sur la denrée. On va voir les sujets relatifs aux animaux vivants, à la génétique animale, les sujets liés à l'alimentation animale, mais comme vous l'avez bien noté, ce n'est pas le seul ministère qui intervient, il y a également le ministère de l'Agriculture qui va intervenir. Ils vont s'occuper d'une partie de produits végétaux, les céréales, les fourrages, la génétique végétale, les fruits et les légumes frais. Mais seulement les légumes frais, puisque les légumes en conserve, vous l'avez noté, c'est le bureau de la Food Safety. Donc, en conclusion, un environnement qui est un petit peu éclaté, multiple, et parfois, et c'est dans ces situations-là que c'est le plus compliqué, plusieurs ministères chinois qui vont devoir intervenir, que nous allons devoir faire travailler ensemble, et ce qui va d'autant plus complexifier nos sujets. Et je vais maintenant vous donner quelques exemples. Donc déjà, il faut savoir que les enjeux de l'accès au marché il va y avoir deux catégories. Il va y avoir les nouveaux accès au marché et le maintien des marchés existants. En Chine, on en a déjà un petit peu parlé lors de la présentation de Bertrand, il y a quand même un phénomène de protectionnisme qui existe. Et aujourd'hui, le gouvernement chinois va quand même essayer de favoriser ces entreprises, de leur réserver des marchés, et donc on va avoir des réglementations qui vont venir surajouter, complexifier notre travail, et le simple fait de maintenir un marché existant va nous prendre énormément de travail. On essaye quand même d'obtenir de nouveaux marchés, de nouvelles perspectives, parce qu'il y a tout de même des perspectives en Chine. Donc je redis ce que Bertrand a présenté, mais effectivement, la Chine, c'est un marché qui actuellement est porteur. On a une montée en gamme de l'élevage, et là où le protectionnisme va particulièrement se concentrer sur la partie fabrication de denrées et où l'export va être de plus en plus compliqué, on a sur la fenêtre élevage
une opportunité. Le gouvernement chinois, essayant de devenir de plus en plus autosuffisant, va vouloir faire monter en gamme ses élevages. Et il va être intéressé par notre génétique, il va être intéressé par nos aliments, il va être intéressé par tout ce qui va pouvoir lui permettre d'accéder à son autonomie alimentaire. Et je me répéterai plusieurs fois durant ma présentation, mais attention, il est intéressé aujourd'hui, on a une fenêtre d'opportunité, mais ne vous faites pas piquer vos innovations, ne vous faites pas piquer votre génétique, parce que le jour où ils auront pris tout ce dont ils ont besoin, ils n'auront plus besoin de vous, et la fenêtre d'opportunité se refermera. Donc, protégez-vous lorsque vous vous aventurez sur le marché chinois. Quelques exemples de nouveaux marchés sur lesquels on travaille et sur lesquels on espère aboutir au courant de l'année 2024. Le zonage en cas d'influenza aviaire hautement pathogène. En 2021, on a réussi à signer un accord en cas de zonage en cas de peste porcine africaine qui nous permet, en cas de foyer dans un département en France, de pouvoir maintenir les exports au départ des autres départements. On souhaite négocier quelque chose d'équivalent pour l'influenza aviaire hautement pathogène. Ce qui est assez difficile puisque la situation sanitaire de la France au regard de l'influenza aviaire est différente de celle au regard de la peste porcine africaine. Et donc, les explications et la pédagogie à apporter aux autorités chinoises est d'un autre niveau. Nous travaillons également pour élargir des marchés existants. Par exemple, en ce qui concerne le marché des viandes porcines, actuellement, il y a certaines pièces telles que les intestins ou l'estomac qui ne sont pas encore dans la liste autorisée à l'export, et nous essayons d'élargir cette liste pour que les établissements déjà agréés puissent dès à présent exporter ces produits et que les établissements nouvellement agréés puissent exporter ces produits en plus des autres. Sur la filière bovine, le sujet est un tout petit peu plus compliqué puisque les produits sont actuellement sous le coup d'un embargo, l'embargo ESB. L'élargissement du marché doit donc se réaliser en deux. Il faut d'abord lever l'embargo sur les produits et ensuite négocier l'élargissement de l'accès au marché. Donc c'est un dossier sur lequel on travaille, mais étant à deux niveaux, il va nous nécessiter un petit peu plus de temps et un peu plus de travail. Nous travaillons également sur les filières végétales, par exemple le marché de la luzerne déshydratée ou encore celui du maïs popcorn. Je me suis concentrée sur ces dossiers-là qui sont les plus gros, mais on a également des perspectives en termes d'alimentation animale. Nous avons beaucoup progressé en 2023 sur ce domaine-là avec la signature du protocole pour les produits laitiers destinés à l'alimentation animale, donc aussi bien les ingrédients que les produits d'aliments composés destinés à l'alimentation animale. Donc, il y a encore quelques ajustements techniques, notamment sur le certificat sanitaire, qui sont en cours de négociation, mais c'est un marché qui devrait être opérationnel très bientôt. Et en suivant, le marché pour les protéines animales transformées de porc, qui devrait également bien être opérationnel. Donc voilà, je vous en ai un petit peu parlé. Une des grandes difficultés, c'est de maintenir les existants. Je vous ai parlé en préambule de ces deux directions qui composent les douanes chinoises et avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Et la raison pour laquelle il est très intéressant de distinguer ces deux directions, c'est qu'elles vont avoir des outils qui vont nous embêter et nous casser les pieds au quotidien et qui vont vraiment s'articuler en fonction donc, de la direction. La première, la direction de la food safety, dans laquelle vont être recoupés les produits carnés, les produits aquatiques, les produits laitiers, également d'autres produits. Les vins sont également dans cette direction, je les avais oubliés tout à l'heure. Donc, tous ces produits concernés par la direction de la food safety vont être concernés par l'outil numérique. Si vous êtes concerné, vous le savez, parce qu'il est entré en vigueur au 1er janvier 2022. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on se débat avec cet outil. Aujourd'hui, ils vont mieux. Les professionnels ont, pour la plupart d'entre eux, réussi à
à se saisir de l'outil. Donc, Business France, ici présent, propose des prestations d'accompagnement pour aider ceux qui ont besoin d'aide, parce que ce n'est pas un outil facile. C'est un outil qui a été mis en place alors même qu'il n'était pas totalement fonctionnel, et donc qui rencontre tout un tas de bugs et de dysfonctionnements. Mais aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Et les produits qui dépendent de la direction de la quarantaine ne sont pas concernés. Mais les Chinois, quand ils ont une bonne idée, ils vont jusqu'au bout. Et donc, ils ont envie de mettre quelque chose en place pour les autres produits. Pour ces autres produits qui aujourd'hui échappent à CIFER, c'est-à-dire l'alimentation animale, la génétique, les animaux vivants, les céréales, les fruits et les... C'est la diapo suivante, si je ne me trompe pas. Ça a coupé ton micro, Caroline. Ta dernière phrase, c'était? Ah, la vente. Je sais pas si les gens... Moi, j'ai des coupures de son. J'espère que c'est OK pour vous de l'autre côté. Ça vient peut-être seulement de chez moi. Donc, ça, c'était encore d'autres éléments sur CIFER. Toutes les galères par lesquelles on est passé. Et si vous êtes concerné, vous le savez. Il a d'abord fallu enregistrer tous les exportateurs historiques qui devaient maintenir leur marché vers la Chine. Ces exportateurs sont confrontés au renouvellement de leur agrément tous les 5 ans. Donc ça a été en 2023 pour la plupart d'entre eux, puisque le nouvel outil met en place cette nouvelle obligation. Et très prochainement, la DGL et France Agrimer travaillent actuellement pour permettre la demande d'agréments initiaux. Donc ça permettra à nouveaux établissements qui n'exportent pas encore vers la Chine de se lancer dans le marché. Donc c'est quelque chose qui est complexe et on n'a pas la certitude aujourd'hui que parce que la demande d'agrément est déposée dans CIFER, qu'elle sera acceptée sans contrepartie politique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si la demande n'est pas déposée dans CIFER, elle ne pourra pas être acceptée. Donc c'est la première étape. Et donc les collègues en France de la DGL et de France Agrimer sont en train de mettre en place tous les éléments requis pour permettre de faire des demandes d'agrément initiales. Diapositive suivante. Et donc je vais vous parler de cette très très mauvaise idée qui est en train de traverser l'esprit des autorités chinoises, étendre cet outil d'enregistrement numérique aux autres filières. Aujourd'hui, on a très peu d'informations. C'est quelque chose, on sait que les Chinois ont ça dans la tête. Ça fait un moment qu'ils parlent d'étendre CIFER à toutes les filières, mais par chance ou par malchance, CIFER a été une terrible catastrophe aussi bien que pour les autorités chinoises. Et donc, ils ont retenu ce souhait d'expansion, ils ont appris de leurs erreurs. Nous avons aussi beaucoup appris lors de la mise de CIFER, nous avons appris à nous organiser et nous espérons que le jour où cet outil numérique sera mis en place, nous pourrons maintenir autant que possible l'importation et éviter un maximum les désagréments. Mais il faut se préparer à ce que cela nécessite du travail pour tous et toutes pour aller au-devant de ce nouvel outil qui devrait très certainement arriver en 2024. Pour l'instant, aucune information officielle de la chinois, mais les bruits de couloir sont de plus en plus nombreux. Positif suivant. Donc, je vais conclure là-dessus en reprenant un petit peu ce que j'ai dit. Le chinois, c'est un marché qui aujourd'hui a des opportunités. C'est un marché qui essaye de monter en gamme. Donc, quand on a un produit intéressant, on posait tout à l'heure la question du prix. Si on a un produit qui est vraiment intéressant, qui va permettre d'obtenir un rendement, qui va permettre de faire du profit, il va intéresser les éleveurs chinois, en particulier dans le domaine amont, ce qui va permettre les montées en gamme des élevages. Donc, les opportunités sont là et on peut se lancer sur le marché chinois, mais c'est un marché qui est compliqué, c'est un marché qui est touffu, c'est un marché qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'analyse réglementaire, beaucoup de vigilance. Et j'insiste particulièrement là-dessus, en particulier pour ceux qui ne connaissent pas le marché chinois, il faut se protéger. Le jour où vos partenaires chinois
auront mis la main sur votre innovation, ils n'auront plus besoin de vous. Et donc, le marché va se fermer assez naturellement. Et il est difficile de se protéger contre ce genre de difficultés ici, puisque le gouvernement chinois souhaite obtenir autant que possible une indépendance, une autonomie alimentaire. Donc, il va presque encourager ces entreprises à avoir ce genre de pratiques. Donc, le sujet de la propriété intellectuelle ici a une place très importante. Protégez vos marques, protégez vos savoirs, protégez votre génétique. Donc, je vous ai juste mis sur ce diaporama la page de présentation d'une brochure qui donne les premières clés pour les débutants au sujet de la propriété intellectuelle. Mais je la partagerai avec Bretagne Commerce International pour que vous puissiez y avoir accès. Il y a également un contact, donc c'est une collègue à moi ici qui est spécialisée en propriété intellectuelle et qui peut répondre à vos questions. Donc je vous invite vraiment à... Le marché chinois est intéressant et plein d'opportunités, mais il faut s'y préparer et il faut se protéger. Voilà. Merci Caroline. Et pour toutes vos premières questions, enfin voilà, encore une fois, dans les Côtes d'Armor, il y a Annie, ma collègue Annie Lemasson qui est avec nous ce matin, mais d'autres collègues de l'équipe BCI dans les autres CCI. Et puis après, en duo, en coordination avec vous, prestataires agréés à l'étranger, mes collègues comme Annie peuvent vous aider pour répondre à vos questions et vous accompagner dans ces démarches-là. Je veux bien préciser, Karen, si les participants ne le savent pas, nous avons la chance d'avoir un lien privilégié en Bretagne avec donc France Agrimaire, puisque nous sommes invités, notamment ma collègue Annie Munier, donc régulièrement invités au groupe de travail, donc ce qui nous permet de mettre en ligne des informations régulièrement mises à jour sur tout ce volet de réglementaire, donc Chine, et notamment pour les produits alimentaires et les accès au marché. Je pense aussi que les participants connaissent Expadon 2, mais Expadon 2 donc, est le site de France Agrimaire où toute la réglementation est accessible pour les entreprises qui ont un compte. Mais donc c'est important de regarder. Et puis comme oui, effectivement, comme le soulignait Karen, nous sommes aussi en proximité pour vous aider à comprendre et à y voir plus clair dans chacun de vos départements. On met beaucoup de ressources en ligne sur BCI Info, notamment aussi cette veille, alors veille commerciale et cette veille réglementaire, mais bon, vous le savez, rien n'est plus déjà convivial et puis plus efficace que d'avoir les gens en rendez-vous au téléphone. Donc n'hésitez vraiment pas à contacter l'équipe BCI pour répondre à vos questions. Et à lire tous les mois la newsletter Objectif International, parce que les nouveautés, elles sont signalées en principe. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vite lu. Vous pouvez ne pas être concerné certains mois par ce qui est paru, mais le cas échéant, si vous êtes concerné, voilà, vous avez l'info et nous sommes là pour vous donner plus de détails le cas échéant. Merci Annie. Et merci Caroline pour les précisions techniques et réglementaires. Merci pour ta présentation. On déborde un peu dans le timing, désolé, mais quand c'est bon et passionnant, on regarde moins l'heure. Yann, c'est à votre tour pour clôturer ce webinaire. Je vous laisse la parole. Ok, alors bonjour à toutes et tous. Bonjour spécialement aux gens de BCI. Merci Karen et Annie. Bonjour à Caroline de l'ambassade et à Bertrand de BCI, de Business France, pardon. Et alors, j'ai essayé d'être bref. Alors, les premières slides concernant Copern, on va aller assez rapidement. Si vous pouvez avoir celle d'après, là. Juste, voilà, celle d'après. C'est bon, c'est pas la peine le titre. Voilà. Donc, juste une présentation rapide de Copern, là, vraiment en 30 secondes. 8500 employés, on est 2500 adhérents, et pour une production de 5,6 millions de porcs et un turnover de 2,7 milliards d'euros. Voilà, on va juste passer à la slide suivante pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc là, on rentre un petit peu dans la Chine. Donc effectivement, notre développement à Copern a démarré en 2010, où on s'est dit, il va être temps un petit peu de sortir un peu de notre Bretagne. On vendait déjà, mais depuis la France, mais on n'est pas implanté en tant que tel. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est qu'effectivement, sur 15 bureaux internationaux, 11 sont en Asie.
et 7 en Chine. Donc, on a vraiment résolument décidé de nous implanter en Chine. Alors, on a commencé tout doucement, on a commencé par Pékin et puis Shanghai. Enfin, j'ai une petite, quelques slides après, je vais vous en parler. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'effectivement, notre développement sur la Chine est important depuis 10 ans. Et moi, personnellement, j'habite en Asie depuis 25 ans. Donc, j'ai vu un petit peu, dans le domaine qui me concerne, quelques évolutions. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par mes deux prédécesseurs tout à l'heure, avec quelques petites variantes, parce que moi, je ne suis vraiment que dans l'agro, et plus particulièrement aujourd'hui, dans le secteur porcin. Alors, l'Asie, producteur majeur de porc, 60% des porcs produits dans le monde sont sur la zone où j'ai la chance de travailler. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, avec la fièvre porcine africaine et après la Covid, les mouvements ont complexifié la lecture des marchés. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Enfin, moi, je vais vous exprimer ce que moi, je ressens. Voilà, si on peut avoir la slide d'après, juste pour une… Alors, d'accord, c'est celle-ci. OK, donc juste un petit peu parler du développement. Comment est-ce que Cooper s'est développé? On s'est développé en 10 ans et bon, on est une coopérative. L'argent, ce n'est pas ce qui coule dans les coopératives. Donc, ce qu'il fallait, c'était trouver une technique pour se lancer tout doucement. Alors, moi, je connais Bertrand depuis 20 ans, donc effectivement, j'avais déjà pas mal partagé avec lui sur les méthodes de développement. Et au début, on a juste pris un bureau. Moi, je suis allé, j'habitais en Chine depuis quelques années. On a un petit bureau qu'on partageait. C'était en chambre de commerce. Ça n'a pas duré longtemps. Et puis, après un petit bureau, un bureau partagé. C'est-à-dire qu'en fait, on a un bureau entier avec qui faire. On n'est pas sur le bureau juste à côté du voisin. Le coworking, je le précise, c'est quelque chose d'excellent parce que ça permet d'échanger. Donc, juste pour ceux qui sont intéressés par la Chine, c'est intéressant. Et ensuite, oui, aujourd'hui, on a des bureaux en propre. Voilà, alors l'avantage d'y aller de cette façon-là, c'est qu'on peut effectivement dessiner son business plan en fonction de ce qu'on comprend. Alors, c'est un peu plus facile pour Cooper parce qu'on travaille sur la chaîne complète, sur 360 degrés. Donc, effectivement, comprendre les besoins, les demandes, quand on a la gamme complète, ça a été beaucoup plus facile pour nous. Donc, effectivement, il se trouve que suivant les pays où je me suis retrouvé, les méthodes, les modèles économiques ont été différents. Et le but, c'était aussi avec un minimum d'investissement. Pour ce qui concerne l'emploi des jeunes, ce qu'on a fait, nous, c'est à chaque fois, c'est en fonction du modèle économique qu'on a décidé de trouver, on a essayé de rencontrer les gens qui correspondaient au domaine particulier. Avec toujours la même importance, quand on a la bonne personne, qu'est-ce qu'on gagne du temps? Moi, je vais vous dire, si on doit résumer à quelques phrases comment est-ce qu'on fait pour comprendre un pays, il faut accepter de le regarder au travers les yeux, les oreilles et la compréhension de ceux que vous employez. Les copier-coller, ça ne fonctionne pas, on le redit à chaque fois, mais vraiment, je vous le redis, à tout âge, moi je fais comme ça, la Chine bouge tellement, tellement, tellement vite que vraiment, allez vers les jeunes, regardez leur façon d'analyser les marchés et ça aidera à comprendre plus rapidement. J'arrive juste sur le développement. On a commencé en 2012, une employée, elle s'appelait Yola. Et aujourd'hui, après le dernier bureau, le 7e à Taipei, et on est aujourd'hui 260 employés en Chine. Donc, c'est possible de se développer. C'est possible de se développer tranquillement. Et c'est possible aussi de se développer malgré tout ce qui vient de se passer récemment. C'est ce qu'on va voir sur la prochaine slide. Donc, j'ai été très vite sur les premières parce que ce n'est pas ce qui nous importe. C'est celle d'après. Il y en a une juste avant où il y avait des chiffres. Voilà, celle-ci, merci. Alors, juste pour vous dire, et là, je reviens exactement à ce qu'ont dit Caroline et ce qu'ont dit Bertrand, c'est qu'en Chine, tout a bougé. Depuis la Covid, tout a bougé. Aujourd'hui, il y a 10 sociétés qui représentent 25% de la production. Quand on parle de 42 000 truies, alors on parle de truies présentes, on ne parle pas de truies productives, de 42 millions de truies, effectivement, et qu'on voit que 10 sociétés s'en partagent 25%, c'est énorme. Aujourd'hui, on voit Muyuan. Alors, moi, j'ai eu la chance, on a eu à Cooper la chance de recevoir Muyuan la semaine dernière. Alors aujourd'hui, là, ils mettent 1,7. Eux prétendent être à 2,8 millions de truies. Donc, je ne sais pas si vous voyez de quelle façon ils ont grossi. Il y a 20 ans, la responsable de Muyuan, elle et son mari avaient 30 truies. 30 truies.
en 20 ans de 30 à 2,8 millions et 7 500 fermes. Alors, vous imaginez les problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Après la Covid, après la fièvre porcine, alors, et on entend tout. On entend qu'ils font des bénéfices monstrueux. Oui, au moment de la fièvre porcine, ils ont fait de gros bénéfices. Au moment de la Covid aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Et je vais vous donner juste un exemple. Toutes les sociétés qui nous visitent aujourd'hui, qui visitent la Coopère, et spécifiquement au moment du SPAC, vous avez vu au moment du SPAC, beaucoup de Chinois sont venus. Et à chaque fois, ils nous cherchent. On ne sait pas comment sortir du marasme dans lequel on est. On y reviendra tout à l'heure. Alors, quand je dis le marasme, je veux dire c'est les prix bas. Ils ne savent pas comment faire, donc ils cherchent. Est-ce qu'il faut qu'on se segmente? Est-ce qu'il faut qu'on monte en qualité? Est-ce qu'il faut… Ça va être un petit peu de tout ça. Donc, beaucoup d'opportunités pour ceux qui sauront lire l'évolution des marchés. Un autre point important qu'a soulevé Bertrand, et qui est tout à fait juste, initialement, il y avait deux grandes zones de production qui représentaient 80%. C'était la zone autour du Ronan et la zone autour du Sichuan. Aujourd'hui, ça s'éclate. Ça s'éclate pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, déplacer les cochons quand les abattoirs sont tous au même endroit, quand vous avez besoin de viande dans tout le pays et que la production est localisée à un seul point, c'est compliqué. Donc ça a tendance à s'éclater un peu. Mais cet éclatement est aussi a tendance à aller vers le nord, vers l'endroit des pâturages, l'endroit des élevages, l'endroit et aussi l'endroit où il y a moins de risques de pollution. Donc il y a un grand mouvement qui est initié par le gouvernement du sud vers le nord. Et autrement, pour ce qui est du nord et des élevages, des endroits où sont actuellement les élevages, là, on voit un éclatement un peu plus important. Si c'est possible d'aller à la slide suivante, voilà. Donc là, c'est juste une petite photographie, vite fait, de ce qui se passe. Alors, la fièvre porcine a démarré, donc c'était en août, le 3 août exactement 2018. Hein. Elle avait démarré un petit peu avant, mais rapidement, 40 à 50% du cheptel a été touché. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont tout de suite décapitalisé parce que dès que les premiers cas sont arrivés, ils ont tous paniqué et ils se sont dit si on nous ferme notre élevage, parce que vous avez vu, il y avait beaucoup de charniers d'animaux où ils les tuaient et puis les éleveurs perdaient tout. Donc, ils se sont mis à tout vendre. Et cette décapitalisation a produit une montée des cours et on est allé, et ce moment de bonheur qu'a montré Bertrand sur une slide où on voit bien le creux, là, tout le monde en a profité pendant 3-4 ans, enfin nous à la Coopère en particulier, c'est vrai que c'était les moments, c'était notre meilleur moment pour vendre de la viande et aussi pour vendre de la génétique depuis notre ferme locale. Ces temps rêvés sont un peu finis. Je me souviens à cette époque de la fièvre porcine où les éleveurs même ne savaient plus ce que faire, donc ils avaient transformé des fermes de production en élevage de canards. Et beaucoup l'ont fait. Hein. Donc effectivement, vous imaginez, personne ne savait comment faire. Ce qui s'est passé, il n'y avait plus de cochons, les prix ont augmenté, on en a tous profité. Ensuite est arrivée la Covid. Je me souviens que après la fièvre porcine, on se disait tous, ça y est, ça va remonter. On n'avait pas compris ce que la Covid allait faire. Donc, la Covid, restrictions, confinement, nous, on était sur place, on a eu beaucoup de mal à bouger nos génétiques, mais les Chinois savaient de temps en temps ouvrir les portes pour qu'effectivement, on puisse aller un petit peu vendre de la génétique là où il y en avait besoin, parce qu'ils voulaient aussi assurer la nourriture pour leurs concitoyens. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, pour deux raisons principales. Première raison, le gouvernement a voulu et a aidé à ce que la qualité, à ce qu'il monte en qualité et à ce qu'il puisse contrôler la qualité et la productivité. Ce qui fait que tous les intégrateurs se sont mis à racheter tous ces petits éleveurs backyard. Alors, ce qu'on appelle les éleveurs backyard, c'était les petits éleveurs qui avaient 3-4 fermes. Il y en avait énormément. Ça a complètement explosé. Nous, on avait prévu qu'il aurait fallu 10, 12, 13 ans pour que le backyard disparaisse en Chine. Ça s'est fait en 2 ans. Donc, imaginez du jour au lendemain les quelques gros industriels qui se sont dit on va en profiter, on va grandir, on va prendre les places du marché. Le problème, c'est que tout le monde a décidé de prendre toute la place. On est remonté aujourd'hui avec une capacité de production qui est de plus de 110% des besoins de la Chine. Alors, effectivement, 110%, quand on sait que quand la Chine était à 1,5% de surproduction, la France, nous Coopère, on a arrêté quasiment de vendre. Donc, imaginez 10% de plus. 10% quand on produit la moitié des porcs dans le monde, 10% c'est énorme. Alors, ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est que même si effectivement ils ont monté plein d'élevages, ils ont une capacité de production qu'on n'imagine pas, qui est supérieure à 10% de leurs besoins. Donc ça veut dire qu'ils peuvent inonder les marchés.
Aujourd'hui, grâce à la fièvre porcine qui éclate ça et là, il y a un petit peu de temps en temps, il y a un petit peu de comment… Il y a les prix qui baissent dans une région, donc tout bouge un petit peu. Mais imaginons, demain, il n'y a plus de fièvre porcine africaine. On est avec la Chine qui produit 110% de ses besoins. Donc, moi, je ne vois pas de remontée des cours, ce que j'entends dire, les cours vont remonter en 2024. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas comment ça peut remonter, même pas avant 2025. Parce que c'est greffé là-dessus un point supplémentaire. Et on a parlé, Bertrand, et je crois que c'est Bertrand, oui, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que le gouvernement aide. Le gouvernement aide. Ça veut dire que les fermes aujourd'hui, je prends l'exemple de New Hope Europe que je connais bien, New Hope Europe avait trop de fermes. Eux, ils perdent beaucoup d'argent. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement rachète les fermes. Ce qui veut dire que nous, ce qu'on espère, on espérait que, un petit peu comme dans d'autres domaines, enfin, je ne sais pas si vous avez su l'histoire des vélos de location qui s'était passé en Chine il y a quelques années. Tout le monde avait voulu faire du vélo, ce qui fait qu'il y avait tellement de vélos qu'ils ont été obligés de détruire la moitié de la production des vélos, quoi. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable, où des sociétés ont tout perdu. Cette course effrénée au contrôle a fait la même chose. Les sociétés sont tellement grosses qu'elles ne peuvent tellement pas vendre, le prix est tellement bas qu'en fait, ils sont obligés de revendre leurs fermes. Qui rachète les fermes? Le gouvernement pour la plupart. Et quand il les rachète, c'est encore pour faire tourner la ferme. Alors, je ne sais pas trop aujourd'hui comment ça va se passer, puisque d'un côté, vous avez donc l'industrie chinoise qui est capable de re-remplir les fermes, de repeupler les fermes. Après, quand ils ont la Covid, en 2 mois, ils nettoient une ferme, ils le repeuplent. Ils ont aussi, oui, il y a aussi le management. Avant, je me souviens, il y a 10 ans, quand je suis arrivé, même il y a encore 5 ans, je disais, ça va, le middle management n'est pas terrible, donc de toute façon, on a encore des opportunités, ils n'arrivent pas à monter en gamme. Aujourd'hui, les bons élevages chinois sont capables de rivaliser avec les bons élevages européens. Donc, en termes de résultats techniques, ça augmente. L'objectif de la Chine il y a 10 ans, c'était avoir une industrie capable de travailler large comme la Chine, comme les États-Unis. Donc, ils voyaient vraiment comme les États-Unis. On voit grand. Mais ils ont toujours voulu avoir les résultats techniques de l'Europe. Et aujourd'hui, regardez, malgré la fièvre porcine africaine, ils arrivent quand même à déstabiliser les marchés. Donc, imaginons, je reviens là-dessus, plus de fièvre porcine africaine. Ça va être un peu compliqué pour nous. Voilà pour la partie évolution. Alors, si on peut aller après à la slide suivante. Alors, j'avais peu de temps, mais je pense que je suis à peu près dedans. Je vais ouvrir un peu les questions. On disait tout à l'heure qu'effectivement, le gouvernement chinois est en train de racheter les fermes, qui génèrent de la surproduction. Mais ils les achètent, oui. Ils les achètent pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leur leader tombe. Donc, pour que le leader tombe, ils les aident financièrement aujourd'hui en rachetant leurs fermes. Mais les fermes, ils les font travailler. Nous, on a aujourd'hui des demandes pour repeupler des fermes qui ont été dépeuplées, qui appartenaient avant à des groupes privés, qui appartiennent aujourd'hui aux gros groupes chinois contrôlés par le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces fermes à long terme? Ils vont continuer à les faire travailler, ils vont les fermer. Ça, c'est aussi un mystère. Est-ce que le backyard va revenir un petit peu? Je n'en sais trop rien. Je ne pense pas. Je pense que lui, aujourd'hui, le backyard, c'est fini. Donc, plus de backyard, trop de fermes. Le gouvernement qui aide à maintenir les fermes en supplément. La fièvre porcine africaine qui arrive à être à peu près contrôlée. Une surproduction. Des éleveurs, je vous ai dit, qui sont venus pendant le SPAS, qui sont allés en France, qui sont allés en Hollande, qui sont allés en Espagne. Les Chinois, en ce moment, de l'industrie porcine, voyagent partout. Ils cherchent une solution. C'est un petit peu ce que je mets ce que j'explique un peu plus à la fin, c'est que ils vont essayer la montée en gamme. Donc là, on a des opportunités. Ils vont essayer de segmenter leur marché. Donc là, on a des ouvertures. Ils vont essayer aussi de contrôler leur génétique. Alors j'entendais Caroline qui parlait de la génétique. Oui, on a la demande, nous, des 2 premiers généticiens, enfin le professeur Liu Zhangfeng et le professeur Wang Guo, qui, eux, ont
viennent d'écrire le plan 2, enfin le plan 2 de la génétique. Comment aujourd'hui avoir une génétique qui soit contrôlée par le gouvernement chinois? Alors, on a encore de la marge pour protéger la génétique parce que entre se faire prendre une génétique et se faire prendre l'évolution génétique qu'on peut créer, il y a encore une marge. Mais oui, avec la moitié des cochons qui existent au monde dans le même pays, si on veut un jour contrôler la génétique, on a des facilités que nous, en France, avec une petite partie, on n'aura pas. Bon, on a réussi parce qu'on a ces écoles, on a cette formation et on est bien avancé. Alors, qu'en est-il des vaccinations? Alors, il y a eu pas mal de tentatives. Il y a eu des tentatives en Chine, il y a eu des tentatives au Vietnam. Aucune n'a réussi jusque-là. Les raisons, elles sont très secrètes. On nous dit que ça a généré un variant. Moi, j'ai tendance à croire que, par contre, ils nous disent, mais on a réussi, quand la maladie est venue, on a réussi à sauver 30% du cheptel, 20% du cheptel. On entend à peu près tout et son contraire. Ce que j'ai compris, c'est que partout où ils avaient vacciné, en tout cas au Vietnam et en Chine, partout où ils avaient vacciné, il y avait un petit peu, ils se disaient, tiens, j'ai vacciné, donc il y avait un petit peu un lever de la garde au niveau de la biosécurité. Donc je pense qu'il y a un lien avec ça, mais une chose est certaine, c'est qu'ils travaillent là-dessus. Quand on demande aux experts, OK, imaginons demain, ils trouvent un vaccin, il faut combien de temps? J'entends tous dire, il faudra quand même 5 ans. Si un jour il y a un vaccin candidat et qu'il est efficace, il faudra au moins 5 ans avant qu'on puisse le développer partout. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu la Covid, ce qui s'est passé, il a fallu 3 ans. Donc même si un vaccin fort, efficace venait maintenant, je pense qu'on a encore 3-4 ans devant nous. Alors, les prix. Quand est-ce que les prix vont revenir? C'est ça, 2024, je ne vois pas comment. Parce que vraiment, quand on voit tous les facteurs, tout ce qui fait que surproduction, contrôle de l'ASF, le gouvernement qui rachète les élevages, un management qui est nettement meilleur, les grosses industries qui sont capables d'avoir de bons résultats techniques, je ne vois vraiment pas comment, en ayant autant, voire plus de trucs qu'avant et des meilleurs résultats techniques, on pourrait imaginer des prix qui baissent un de ces jours. Voilà. Quid de la qualité? La qualité, effectivement, c'est un souci pour les Chinois et Caroline en parlait tout à fait. Le gouvernement aide derrière à améliorer la qualité. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec la fièvre porcine? La fièvre porcine a été un tel problème qu'ils ont eu quand même, malgré tout, beaucoup de mal. Je prends des sociétés comme Wuhan, je prends des sociétés comme New Hope. Quand on a beaucoup de problèmes de maladies dans sa ferme, il faut renouveler. Et ils ont eu tendance, ces derniers temps, à renouveler leurs femelles. Les femelles, vous savez, qui sont touchées par la fièvre porcine, renouveler avec des femelles qui n'étaient pas de bonne qualité, voire même avec des commandes. La F2, la F2 encore, on peut gérer. F2, c'est quand vous avez les parent stock, c'est-à-dire les femelles qui ont déjà été croisées Landrace, Large White, que vous recroisez une dernière fois, où vous recroisiez les issues. Mais aussi des fermes, des femelles de production, purement de production, qui étaient destinées à l'abattoir, ont été mises à la reproduction. Donc là, effectivement, et nous, on a eu la visite, on a eu les universités il y a quelque temps, et le groupe Chanhui, qui est le plus gros abatteur du monde, il est bien sûr en Chine, celui qui avait racheté Smithfield, nous dit c'est une catastrophe en termes de carcasses. Les carcasses qu'on reçoit, c'est une catastrophe. Il y a du petit, du gros, il y a toutes les tailles, il y a du gras, il n'y a pas de gras, c'est maigre, enfin, tout ce qu'ils avaient réussi à obtenir depuis des années, ils ne l'ont plus. Donc, effectivement, il va falloir restructurer tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, il va y avoir besoin de génétique, il va y avoir besoin de conseils, et la demande, alors ça, c'est général, c'est pas que la Chine, c'est aussi le Vietnam et la Thaïlande, tous demandent aujourd'hui, veulent faire de la qualité et demandent des conseils en termes d'orientation. Et je reviens aux visites que j'ai eues en France, où vraiment c'était la première fois. Et les Chinois aujourd'hui sont prêts à payer du service, à payer de la qualité, à le demander. Donc c'est quelque chose qui n'était pas fait avant. Et donc, d'où la mise en garde de Caroline, que je comprends très bien, c'est attention. Là, ils viennent directement vous demander comment vous faites de la qualité, comment est-ce que vous faites quelque chose de mieux. Voilà. Donc nous, pour la génétique, je pense qu'on a encore un peu de temps. On a envie de travailler encore sur la génétique. Je pense qu'il y a une place à prendre au niveau de la génétique. Mais oui, il y a une volonté du gouvernement chinois de contrôler la génétique demain. Quoi d'autre autrement? Après, pour ce qui est
du mouvement vers les gros producteurs, les intégrateurs, parce que le jour où les intégrateurs prendront tout, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il va y avoir de la possibilité? Pour moi, il y a toujours des marchés niches, il y a toujours un renouvellement des marchés. Moi, ce que je crois aujourd'hui, et je m'en aperçois, c'est ce qui s'est passé un peu ce qui se passe en Thaïlande et ce qui s'est passé au Vietnam, c'est que tous ces jeunes qui arrivent des universités, qui ne veulent pas rentrer dans un système de travailler avec des intégrateurs, et on a déjà des demandes en Chine, ce sont des fermes où ils vont vouloir avoir leur ferme, faire quelque chose d'un peu différent. Je pense que là, il va y avoir aussi quelques ouvertures, ça restera minimum. Donc, voilà, en moins de 10 minutes, ce que je peux dire du marché chinois, et je suis un petit peu à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Yann. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez creuser un petit peu plus l'expérience qu'a vécue Yann au travers de ces différentes années sur le territoire, enfin en Asie, parce qu'il n'y a pas, vous avez une longue vie en Asie et pas forcément que en Chine. N'hésitez pas à Oui. poser votre question, c'est maintenant. À nos témoins en tout cas. Marielle? Oui, bonjour. Bonjour. Donc Marielle Bréré, Synetics Export. Alors nous, on est plutôt en génétique animale bovine que porcine, mais peu importe. J'avais juste une question sur les équipes locales. En matière de formation, est-ce que c'est des gens que vous formez à la Cooperl en Bretagne, que vous envoyez pour un temps en France, et quelles sont les sources de recrutement que vous pouvez avoir? Alors, effectivement, pour ce qui est de notre ferme, on va parler de notre ferme parce que vous êtes, j'imagine, c'est plus votre question est plus orientée génétique. Donc, Oui. effectivement, quand on parle de nos fermes, alors moi, j'ai travaillé 17 ans pour IMV et j'ai travaillé en Inde 10 ans. Donc, effectivement, moi, je viens du monde bovin et j'ai appris le porcin un petit peu après. Mais pour ce qui est de nos fermes, oui, on forme en France. Alors, c'est vrai que notre ferme, à un moment de temps, au tout début, quand on a ouvert notre ferme, ça a été vraiment, on a eu beaucoup de turnover parce que les gens se sont dit, tiens, il y a des gens formés, on les prend. Ce qui se passait, c'est qu'ils retombaient dans des fermes où le middle management, enfin le management intermédiaire, avait peur de ces gens-là. Le problème aujourd'hui, et j'en parlais il y a quelque temps, c'est que le management intermédiaire est devenu bon. Et maintenant, ils vont chercher à avoir des gens capables de les aider à progresser et pas à bloquer pour garder leur pouvoir. Donc ça, il y a cette chose-là. Nous, ils sont formés en France, ils reviennent ensuite dans nos fermes et on essaie de les garder. Donc effectivement, le niveau de salaire dans les fermes Cooperl est supérieur, mais ce sont aussi des fermes GGP, est supérieur à ce qu'ils peuvent espérer avoir ailleurs. Autrement, quand c'est une seule personne technique qui se déplace et qui va travailler dans une autre ferme où tout est à refaire, ils ont du mal à avoir la vision suffisamment holistique pour pouvoir tout changer. Il faudrait à ce moment-là qu'ils nous prennent 5 ou 6 techniciens en une seule fois. C'est aujourd'hui pas arrivé. Et c'est vrai que, vous savez comment sont éclatés, en tout cas pour ce qui est des fermes, il y a le spécialiste des maternités, spécialiste d'engraissement, spécialiste de génétique, donc, et aussi spécialiste de la biosécurité. Aujourd'hui, on forme chez nous, effectivement, et on a ouvert une école aussi de formation à la Cooperl, ça s'appelle le CFMA, et on a l'intention maintenant aussi d'aider à former des éleveurs. Parce que redonner un petit peu goût aux gens, aller essayer d'ouvrir des fermes ou de travailler avec les intégrateurs à côté, sans être sous le contrôle des intégrateurs. Ça a répondu à votre question, Marielle? Oui. Merci beaucoup. On a une autre question. Anthony. Oui, rebonjour, donc Anthony Fromond chez Lactalis. En fait, j'avais 2 questions, mais pour Caroline, si possible. Ma première question, c'était, je suis pas sûr d'avoir bien compris la différence entre CIFER et GAC. Si j'ai bien compris, il y a un enregistrement avec le GAC et le GAC gère l'enregistrement CIFER. Enfin, si vous pouvez juste me réexpliquer en vraiment 2 mots la différence. Et ma deuxième question, c'est, vous avez, en effet, chez Lactalis, on produit entre autres des aliments d'allaitement et des noyaux laitiers, et donc vous avez parlé de la procédure d'enregistrement et de l'ouverture du marché potentiellement en 2024. Est-ce que vous avez plus d'informations sur une date ou pas? Parce que c'est vrai que nous, on est dans les starting blocks chez Lactalis et on aurait aimé avoir plus d'informations sur le timing, si possible. Merci.
Donc, pour ce qui est de la première question, quand je vous ai parlé de tous ces ministères chinois avec lesquels on interagit, je vous ai parlé des douanes chinoises. Leur nom en anglais, c'est General Administration of Custom of China. China. GAC, en fait, c'est le nom du ministère. La GAC, c'est le ministère des douanes. Et la GAC est constituée de 2 directions générales, le bureau de la Food Safety et le bureau de la quarantaine. L'une de ces 2 directions, le bureau de la Food Safety, utilise l'outil numérique qui s'appelle CIFER, c'est le nom de l'outil numérique d'enregistrement dans lequel les professionnels sont obligés d'aller s'enregistrer. Donc c'est une plateforme numérique où vous rentrez avec un identifiant, un mot de passe et où vous allez déposer des... Je ne maîtrise pas bien Expadon 2, donc je ne sais pas si c'est mieux, c'est pire. Mais il y a un peu l'idée est un petit peu là. Il fallait rentrer tout un tas d'informations, déposer des documents, déposer plan sanitaire, déposer tous les éléments qui vont permettre d'étudier votre établissement. En fonction de la filière concernée, l'établissement va être ou non validé par les autorités compétentes françaises. Et la dernière étape va être la validation par l'autorité compétente chinoise, la GAC. Ok. J'espère que ça répond à cette première question. C'est clair, merci beaucoup. Et pour ce qui concerne les produits laitiers destinés à l'alimentation animale, ça devrait être très très rapide. Les discussions au sujet du certificat sanitaire ont déjà commencé avec la GAC. Nous avons eu un premier retour de leur part, peut-être une semaine. Et donc actuellement, les équipes du ministère de l'Agriculture en France travaillent pour répondre à ces questions. Je pense qu'on peut espérer. Là, il va y avoir les vacances de Noël qui vont un petit peu perturber les agendas en décembre. Donc, je n'oserais pas vous dire que tout sera fini pour la fin de l'année. Mais je pense que du mois de janvier, on peut espérer que le dossier soit bouclé. Et après, si je peux me permettre une troisième question qui suit un peu votre réponse, c'est combien de temps à peu près on met pour compléter l'enregistrement à 100% et pour pouvoir exporter les premiers conteneurs, quoi. Ça, on parle de 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça peut être plus ou moins long en fonction de la filière peut-être? Oui, et du coup, comme c'est une ouverture de marché, j'ai assez peu de recul. Normalement, nous avons déjà transmis la liste des établissements à la GAC. Ils ne nous ont pas encore indiqué s'ils souhaitaient des éléments complémentaires ou pas. Donc, on peut dès à présent essayer de se rapprocher pour anticiper les étapes suivantes et vous tenir informé. Ok, c'est gentil. Si je peux me permettre de rajouter, je ne sais pas, donc Lactalis aura peut-être plusieurs sites, plusieurs unités à enregistrer. Ma collègue Annie me faisait part du témoignage d'une entreprise donc, pour laquelle la Chine est un marché important. Et donc, elle a enregistré 12 sites, c'est-à-dire 12 numéros SIRET différents. Et donc, une personne donc, a été dédiée à ça ça s'est passé à peu près sur 6 mois. C'est extrêmement, effectivement, contraignant. Il faut faire preuve de grande rigueur. Donc, je pense qu'il faut prévoir de bien identifier le formulaire en fait sur CIFER. Éventuellement de s'exercer, où il y a une extrême rigueur à avoir sur la dénomination, sur la forme, les majuscules, les minuscules, être absolument rigoureux sur l'appellation, toujours strictement la même. Donc voilà, donc c'est pas compliqué en soi, c'est qu'il faut il faut prendre son temps, il faut vraiment anticiper, prendre son temps, être très rigoureux. Voilà. C'est éventuellement avoir aussi contacté, alors je ne sais pas à partir de quel département vous ferez la démarche, contacter votre conseillère. Peut-être qu'elle peut aussi vous mettre, je dis peut-être sous réserve, mais elle peut peut-être vous mettre en relation avec une autre entreprise qui a pratiqué et voilà, un échange de bonnes pratiques. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas exclu. Mais bon, voilà, c'est faisable, hein, beaucoup le font, mais il faut anticiper, effectivement, prendre le temps, bien regarder, bien faire attention. Ok. Comme Caroline l'a dit ou Karen l'a dit, je ne sais plus. Nous, donc avec Li-Ying à Pékin, on accompagne les entreprises dans leurs enregistrements CIFER. C'est vraiment une expertise là, de Li-Ying qui fait ça quasiment au quotidien. Alors, dans votre cas très précis, les noyaux laitiers dont vous me parlez, si je ne me trompe pas, vous me parlez d'alimentation animale.
Et Oui. comme je l'ai expliqué dans mon panorama au tout début, l'alimentation animale n'est pas concernée par CIFER. Donc, on reste vigilant sur l'arrivée d'un nouvel outil qui pourrait concerner ces filières-là, mais l'alimentation animale aujourd'hui n'est pas concernée par CIFER. Les produits laitiers destinés à l'alimentation humaine vont être concernés par cet enregistrement. Les produits laitiers destinés à l'alimentation animale ne le seront pas. Mais donc, on ne sait pas quelle va être la procédure en cette filière-là. Par exemple, dans les filières génétiques, il y a des questionnaires à remplir pour chaque entreprise. Dans d'autres filières, comme les fruits, il y a des audits à faire dans quelques établissements de manière annuelle. Voilà, selon les filières, les procédures sont différentes. Donc, il faut qu'on attende d'en savoir un petit peu plus sur cette filière spécifiquement. Ok, merci beaucoup. Merci Caroline. Marielle, oui, vous Oui, c'est toujours, c'est pas pour Yann, désolé Yann, mais c'est pour Caroline une question. Comment on doit interpréter le fait que effectivement il y a eu un assouplissement sur l'obtention ou la non nécessité de fournir des visas maintenant pour les Français pour voyager en Chine? Qu'est-ce que ça dénote en fait en termes de relations franco-chinoises et est-ce qu'il y a une raison particulière que vous connaissez par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs éléments sur cette chose-là. Déjà, il faut savoir que cet allègement de la procédure visa n'est pas que pour la France. Elle concerne 6 pays, dont 5 européens et un pays d'Asie. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement spécifique, mais ça concerne quand même des pays qui ont aujourd'hui une bonne relation avec la Chine. C'est quelque chose qui est présenté comme étant une phase d'essai de 1 an et on verra dans quelle mesure c'est prolongé. En parallèle de ça, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette annonce a été faite lors de la visite de Corona en Chine. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard non plus. La France a fait également une annonce sur la facilitation des visas pour les Chinois, mais selon quelque chose d'assez différent. Ce sont les Chinois qui ont effectué plus de 6 mois en France durant leurs études qui peuvent obtenir un visa de 5 ans. Le format est un petit peu différent, mais c'est une sorte de contrepartie des données. Comment interpréter ça aujourd'hui? Donc, comme je vous ai dit, il ne faut pas l'interpréter seulement au regard de la relation franco-chinoise, même si le fait qu'on fasse partie des 6 pays concernés quand même montre qu'on a un traitement de faveur, si j'ose dire. Je pense que la Chine a également besoin de travailler sur son image et sur son attractivité. Et aujourd'hui, on voit que le simple fait de mesure d'allègement a énormément, l'impact est déjà visible au niveau des compagnies aériennes et au niveau des compagnies de tourisme. Les Français commencent à regarder la Chine différemment, donc on voit que l'effet est déjà en œuvre. Et attention, nous espérons que ça nous ouais, facilite pardon, nous professionnels. Oui. Vas-y. Non, vas-y, pardon. Donc voilà, donc nous, il va falloir nous en emparer. Je pense que ça va faciliter la... Ça reste une période de test d'1 an. Donc c'est vraiment, donc avec ces 6 pays, c'est vraiment une période de test pour voir la Chine. Donc voilà, c'est une expérimentation, il y a une volonté d'ouverture, ça a été annoncé lors d'un dialogue de haut niveau sur les échanges humains. Donc voilà, c'est aussi vis-à-vis de la France une manière de préparer à l'année prochaine qui sera l'année de la célébration du 60e de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Ça va être une année à laquelle les Chinois portent une grande attention vis-à-vis de la France. Voilà, il y a plusieurs éléments là-dedans, mais en tout cas, profitons-en. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Véronique, je crois. Oui. Bonjour. Véronique Camou-François, bonjour de Valorex. J'avais une question pour Yann. Vous parliez tout à l'heure justement de la recherche de qualité ou du besoin en tout cas d'améliorer la qualité des carcasses notamment. Est-ce qu'on voit se développer des labels qualité? Est-ce qu'on voit vraiment en aval de la chaîne
cette recherche de qualité se manifester quand même vers le client final ou pas vraiment? Alors, je vais répondre sur le papier, mais je ne pense pas être la meilleure personne parce qu'il y a d'autres personnes plus habilitées que moi pour répondre à ces questions. Mais je vais dire oui. Pourquoi? Nous, on a développé du champ d'antibiotiques. Donc, effectivement, ils appellent ça one time. Et effectivement, il y a beaucoup, même au niveau des AOC, la Chine a vraiment beaucoup travaillé ces labels, l'appellation d'origine contrôlée. La Chine travaille beaucoup dans ce domaine-là. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne et qui est bien, en fait, ils le font. Et je voulais prendre la parole tout à l'heure, juste rajouter un petit truc, mais je vais aller très très vite, c'est que c'est vrai que si tout devient complexe en termes de lisibilité, d'accès au marché, de compréhension, spécifiquement dans cette époque post-Covid, je pense qu'il va y avoir un grand moment, c'est effectivement le CARE en mai. Et moi, j'ai l'intention d'avoir un stand un petit peu plus gros, on a l'intention d'avoir quelque chose. Je pense que là, ça va être le bon moment pour comprendre un petit peu où ça va, parce que la Chine investit aussi beaucoup dans ces moments-là, fait des conférences. Il va y avoir un bon moment pour comprendre les choses. Merci à vous pour vos réponses. Excuse-moi, Karen, Oui, je voulais juste revenir sur la question de M. Fromont de Lactalis. Le produit en question, est-ce que c'est considéré comme un additif ou un prémélange ou pas? Ou c'est carrément un aliment en soi? Alors, en fait, on a deux types de produits. En effet, on a des aliments d'allaitement qui sont des produits finis, sous forme de poudre. Et on a également nous on appelle ça des noyaux laitiers, surtout qui sont réincorporés dans des aliments starters pour porcelet, par exemple. Donc là, c'est considéré comme des pré-mélanges, pré-mix. C'est un mélange de matières premières, mais qui n'est pas un produit fini. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Eh ben, oui, parce que je regardais là justement sur Expadon 2. Ça fait partie, normalement, effectivement, ces produits-là sont soumis à une demande d'agrément. Donc, j'imagine qu'il faille aller sur CIFER, du coup. En tout cas, on pourra vous envoyer la procédure, la procédure de demande d'agrément pour les additifs et prémélanges. Vous pourrez déjà regarder un petit peu et puis creuser la question de ce côté-là. Parce que nous, l'information qu'on a, c'est qu'on ne peut pas, pour l'instant, on ne peut pas s'enregistrer auprès du GAC, car la procédure n'est pas encore n'est pas encore négociée, oui, c'est ce que disait entre les deux pays, entre la France et la Chine. Donc, comme disait Caroline, début d'année, ça devrait être le cas, donc on pourra commencer notre procédure d'enregistrement. Mais pour l'instant, on ne peut pas exporter, on ne peut pas s'enregistrer auprès du GAC. Pour le moment, non. Ouais. Non. Il faut bien vous rapprocher de France Agrimaire, que votre entreprise soit bien connue. Padon 2, il va y avoir tout un tas d'enregistrements. Ensuite, la procédure d'enregistrement côté chinois sera déterminée à l'avenir. Donc, je vais essayer d'aller à la pêche aux informations dès à présent sans avoir la fin de la négociation sur le certificat. Et ça peut s'exprimer soit sous la forme d'un questionnaire, soit sur la forme peut-être d'un audit, soit seulement la transmission de documents et l'aval des autorités françaises. Tous les cas de figure existent pour cette direction générale qui a aujourd'hui un peu plus de souplesse. Ce qu'il ne faut pas exclure, comme je vous disais, c'est qu'on a aujourd'hui des bruits de couloir sur un nouvel outil numérique qui va concerner cette filière alimentation animale. Ce qui n'est pas possible, c'est que votre filière, qui est une nouvelle ouverture de marché, serve un petit peu de test à ce nouvel outil. Donc, il ne faut pas non plus exclure le fait que la procédure à laquelle vous soyez soumis sera peut-être la nouvelle procédure qui va concerner toutes les filières alimentation animale, génétique, céréales, fruits et légumes frais. OK. Les organisations professionnelles aussi sont un bon support aussi d'information et d'aide dans ces démarches. Oui, on est en lien avec le SDVF, avec le SNIA, via le SNIA, tout ça. Donc, on est en lien déjà avec ces personnes-là, avec ces organisations-là. Mais c'est vrai qu'on n'était pas. Je pense que c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Les SNI, c'est pas le lieu non plus. Mais en effet, je pense que un rendez-vous avec Business France, BCI sur ce point-là serait important pour nous chez Lactalis.
On en reparlera dans un autre cadre. Oui. Je te Ouais, ferai un mail, Karen, c'est si, noté. Oui, si ça ne te dérange pas. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de clôturer ce webinaire. On a un peu débordé, mais il y avait plein de questions et puis il y a tellement de... C'est vrai, ce marché-là suscite particulièrement beaucoup de questions. Encore une fois, je me répète, mais n'hésitez pas à contacter Isabelle Collin, votre chargée d'affaires BCI, et vos conseillers à l'international dans les CCI en Bretagne pour répondre à vos questions. On fait le lien ensuite, après, avec les équipes Business France pour vous aider, vous accompagner dans vos projets, dans vos démarches, répondre à vos interrogations. On est vraiment, vraiment à votre écoute et à votre service. C'est super facile, post-webinaire, d'organiser une visio, d'échanger et de voir après comment en co-développement, en coworking, on peut vous aider donc dans vos projets à l'international sur le marché chinois. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour être resté jusqu'à la fin. Désolée encore, on a un peu débordé sur le timing. Merci encore Caroline, l'équipe BF Pékin. Merci Bertrand et merci Yann. Je sais que votre temps est précieux et vous êtes bien occupés, donc merci d'avoir consacré 2 heures à ce webinaire avec nous ce matin. Merci à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. C'était le dernier mardi de la grille 2023. On se retrouve l'année prochaine pour d'autres sujets de webinaire, des workshops et puis d'autres formats que l'on va vous proposer tout au long de l'année 2024. N'hésitez pas à consulter vos newsletters sectorielles que vous recevez chaque mois et puis de consulter l'agenda du site BCI et puis toujours sur BCI Info, les veilles commerciales et techniques et réglementaires que l'on vous propose. Elles sont mises à jour quotidiennement. C'est vraiment du update, c'est vraiment un outil qualifié qui est à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser. À très bientôt, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Et on bonne reste à journée. votre Au écoute. revoir. À bientôt. Merci à Au revoir. tous. Au revoir. Merci.